Vous êtes nombreux à nous regarder, madame, monsieur. Votre journal vient de débuter. 9 combattants de l'FC M23 ont déposé leurs armes ce jour. Nous sommes dans la zone de Pinga. Cette nouvelle encourageante est le résultat de la pression militaire sur les forces gouvernementales à Walikale. Le lieutenant-général Philémon Yavirung à nouveau devant la barre après l'audience du 27 janvier dernier. L'audience était présidée par le lieutenant-général Joseph Mutombo. Par rapport aux accusations qui lui sont incombées, le général Yavirung rejette tout en bloc et demande des preuves palpables. Dans la lutte de la restauration de la paix en République démocratique du Congo, la Turquie a pris la résolution d'accompagner le pays. C'est au sortir de la rencontre entre le Premier ministre, ministre de la Défense, Büyük Janvita et l'ambassadeur turc que cette révélation a été révélée. Bonsoir à tous. Dans le territoire de Walikale, au nord Kivu, 9 combattants de l'AFC M23 ont déposé les armes et se sont rendus au groupe d'autodéfense locaux. Cette édition qui intervient dans un contexte de pression militaire accrue de forces gouvernementales dans la zone de Pinga. Plus de détails avec ces images. Volatile, voilà, malgré ces nouvelles redditions qui pourraient fragiliser davantage les positions rebelles dans la zone. Autre information, toujours dans ce journal, poursuite de l'instruction entre les lieutenants-général Philémon Yavirung et l'auditeur général des forces armées de la RDC. Ce jour, le lieutenant Assandi Fall est attendu comme renseignant. Suivant ce reportage. Ce mardi 17 février 2026, la Haute Cour militaire a poursuivi l'instruction au fond de l'affaire opposant l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo au lieutenant-général Philémon Yavirung. L'audience est présidée par le lieutenant-général Joseph Mutombo Katalai, premier président de la Haute Cour militaire. Le lieutenant-général Assandi Sikabwe Fall est attendu devant la Cour en qualité de renseignant. Sa convocation fait suite à une demande du collectif des avocats du général Yav formulée lors de l'audience du 27 janvier dernier, après les révélations du lieutenant-général Constant Dima, ancien gouverneur militaire du Nord Kivu. Celui-ci avait évoqué des confidences attribuées à un officier rwandais lors d'un déplacement aux États-Unis faisant état d'un supposé projet visant certains officiers congolais considérés comme des obstacles. 4 officiers généraux ont été entendus comme renseignants. Ils ont confirmé les déclarations de leur ancien chef, sans toutefois affirmer avoir vu le message évoqué par le feu général Peter Kirimwani Nkuba. Ainsi comme message issu d'un échange à l'hôtel Serena de Goma entre le général Mweu et le général Yav a également été examiné. Les ministères publics estiment que ces propos pourraient construire des faits d'incitation contraire aux devoirs militaires, tandis que les premiers messages seraient liés à des faits de trahison ou de participation à un mouvement insurrectionnel. La défense dénonce l'absence de preuves matérielles, notamment la non-production du message téléphonique incriminé. Le général Yav rejette en bloc les accusations. Il affirme n'avoir jamais reçu les messages mentionnés par les ministères publics et conteste tous les liens avec l'entourage du général rwandais James Kabarebe. Arrêté en septembre 2022, le général Yav, surnommé les Tigres, est jugé près de 3 ans après son interpellation. L'armée congolaise rejette toute accusation de marginalisation d'officiers et assure que ces poursuites s'inscrivent dans le strict respect de la législation militaire en vigueur. La Turquie accompagne la République démocratique du Congo dans la restauration de la paix. La rencontre a eu lieu entre le Premier ministre, ministre de la Défense, Büyük Janvita, et l'ambassadeur turc en République démocratique du Congo, Murat Ulku. De quoi ils se sont entretenus dans ce reportage que nous signe Hélène Ngala. Dans le cadre de la paix durable, la Turquie réitère sa détermination d'accompagner la République démocratique du Congo dans la recherche de la paix. L'ambassadeur turc en RDC, Murat Ulku, l'a dit dans une information au sortir de l'entretien lundi dernier à Kinshasa avec le vice-premier ministre de la Défense nationale, Gikabombo Janvita. Le diplomate turc a présenté pour ce faire le nouvel attaché militaire turc accrédité en RDC. Murat Ulku a également salué les coopérations bilatérales en
matière de la défense et sécurité entre Kinshasa et Ankara. Ensuite est venue l'audience avec l'ambassadeur libanais en RDC qui a présenté ses civilités au numéro 1 de la défense nationale congolaise. Haïtan Ibrahim est satisfait de ces liens fraternels entre la RDC et le Liban ainsi que la volonté entre les deux pays de renforcer et de conserver leurs relations. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale quant à lui, s'est également entretenu avec l'ambassadeur burundais en RDC, général-major agricole Mwamba, sur la visite qui interviendra très prochainement. Les déplacements de Guy Kabombo Dianvita du Bujumbura aura son fondement sur les renforcements de coopération bilatérale en matière de la défense entre la République démocratique du Congo et le Burundi. Les kidnappings se multiplient à Kinshasa, sémant peur et inquiétude dans les quotidiens des habitants. Chaque disparition fragilise la confiance dans la sécurité et pousse de nombreux citoyens à rester prudents, parfois au point de ne pas dénoncer les crimes. Reportage. Kinshasa, une ville animée et pleine de vie, est aujourd'hui marquée par la peur. Chaque semaine, des habitants disparaissent, enlevés pour de rançons. Derrière ces faits, ce sont des familles entières qui vivent dans l'angoisse, l'incertitude et parfois la détresse. Dans plusieurs quartiers, des témoins racontent de voisins arrachés à leur maison en pleine journée, des proches obligés de payer des sommes importantes pour les retrouver. Certains habitants n'osent plus sortir seuls et la nuit devient un moment de crainte plutôt que de repos. Cette situation relève un problème plus profond. La prévention reste insuffisante, les enquêtes sont lentes et la population se sent vulnérable. Beaucoup hésitent à dénoncer par peur des représailles. La sécurité pourtant est un droit fondamental que chaque citoyen devrait exercer sans compromis. Face à cette menace, Kinshasa ne peut plus rester passif. Les autorités doivent agir rapidement, renforcer les forces de sécurité, améliorer les enquêtes et mettre en place des mesures concrètes pour protéger la population. Chaque jour compte, chaque vie est précieuse. Le kidnapping n'est pas seulement un crime, c'est un signal d'alarme pour toute la société. Tant que la peur dictera les quotidiens des Kinois, la ville restera prisonnière de l'insécurité. Il est temps d'agir, de réagir et de redonner confiance à ceux qui vivent dans la capitale. Toujours dans ce journal, une autre information, c'est une annonce qui suscite beaucoup d'espoir dans les secteurs miniers en République démocratique du Congo. La minière de Bakwanga, plus connue sous le nom de MIBA, a bénéficié d'un financement de 50 millions de dollars pour relancer ses activités. Suivant. Le président Félix-Antoine Tshisekedi est là, il a fait de ce dossier son affaire personnelle. Et vous savez qu'il a répété à plus d'une fois que la relance d'Amiba, c'est son affaire. Et en décembre 2024, le chef de l'État était ici à Bonzola dans le cadre de son itinérance et a dit publiquement qu'il nous amenait un acompte de 50 millions. Malheureusement, depuis décembre 2024, ces fonds ne sont jamais arrivés dans les caisses de l'Amiba pour plusieurs raisons, dont certaines justifiées, d'autres difficiles à expliquer parce que nous n'en possédons pas le secret. Toujours est-il que nous avons fait tout ce qu'il fallait pour que la relance devienne effective. Et au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que cette relance voit le bout du tunnel. Dans quel sens? Dans ce sens que les 50 millions pour lesquels on faisait déjà, on avait des inquiétudes que ça risque d'être détourné ou redirigé vers d'autres projets, ces 50 millions sont bel et bien disponibles à disposition de l'AMIBA. Deuxième élément, il fallait que ces 50 millions soient déposés dans les comptes de l'AMIBA en suivant la procédure légale. Et cette procédure, c'est quoi? Comme vous savez, l'AMIBA n'est pas une société 100% État. C'est une société à économie mixte dans laquelle il y a deux actionnaires. L'État congolais avec 80% de parts et un actionnaire minoritaire, Sibeka Azagoura Resource Group, qui a 20%. Et la procédure, les règlements intérieurs et même les règles d'ORADA veulent que dans ce genre d'organisation, si un partenaire veut apporter un apport, ça doit passer par l'Assemblée générale des actionnaires.
ces deux actionnaires doivent se mettre d'accord, notamment l'autre actionnaire, l'autre partenaire doit accepter ce que le premier veut mettre sur la table, parce que ça dépend aussi de ses moyens ici, parce que ce partenaire est obligé de sortir aussi sa part à concurrence de sa participation. Enfin, la semaine avant, la semaine passée, l'Assemblée générale a eu lieu. Les actionnaires se sont parlé, ils ont certainement arrêté des résolutions, et ces résolutions doivent être matérialisées par le conseil d'administration. 3 mois après l'incendie des pollutions enregistrées dans la ville de Lubumbashi, les autorités dressent donc un bilan. La commission interministérielle mise en place à la suite de déversement d'eau usée toxique de l'entreprise sanitaire, humanitaire et environnementaliste ont été engagés en faveur de la population affectée. Le 4 novembre 2025, un incident environnemental majeur survenu sur les sites de la société Congo Dongfang International Mining à Lubumbashi. Un déversement d'eau usée toxique avait alors contaminé plusieurs quartiers riverains, impactant notamment des sources d'eau utilisées par les habitants. 3 mois plus tard, la commission interministérielle chargée du suivi de ce dossier a rendu public son rapport. Selon les autorités, plus de 600 personnes ont bénéficié d'une prise en charge médicale, dont 670 patients traités par Johnson Sadring General Hospital. Sur le plan humanitaire, 350 ménages ont reçu une assistance directe. Par ailleurs, environ 3000 litres d'eau potable seraient distribués chaque jour aux communautés affectées. Afin d'assurer un accès durable à l'eau, 15 forages ont été programmés, dont 7 déjà utilisés à la fin du mois de décembre 2025. Les mesures annoncées concernaient également l'environnement. Des opérations de dépollution, de pompage et de neutralisation des afflux ont également été menées. Un bassin de rétention de sources a également été aménagé pour prévenir de nouveaux incidents. Les autorités indiquent en outre que le processus d'indemnisation des victimes est officiellement enclenché, conformément aux procédures en vigueur. Pour rappel, à la suite de cet incident, le ministre de Mines, Louis Vatum Kabamba, avait ordonné la suspension temporaire des activités de l'entreprise et la mise en place d'une commission d'évaluation. Le quartier de Kasapa, Kamatete et Kamisepe figurent parmi les zones les plus touchées par cette pollution. Les autorités assurent vouloir rétablir durement la sécurité sanitaire et environnementale de populations concernées, alors que les opérations de suivi se poursuivent sur terrain. Et c'était donc un incident à Lubumbashi. Clôturons notre journal par cette information dans le territoire de Chabunda. Nous sommes au sud Kivu. La dégradation d'un axe routier stratégique perturbe les fonctionnements de l'approvisionnement de la ville. Retour sur les lieux. La route reliant Chabunda à Kindu, dans la province voisine du Maniema, est aujourd'hui presque impraticable sur les tronçons Matili-Mungembe, notamment au niveau des Kalipa. Cette portion d'environ 12 km, fortement détériorée, bloque l'acheminement normal des marchandises vers la ville de Chabunda, pourtant géographiquement plus proche de Kindu que d'autres centres d'approvisionnement. Sur les marchés locaux, les effets se font déjà sentir. Plusieurs produits de base se raréfient, entraînant une flambée des prix qui pèse sur les ménages. En mission d'itinérance dans la zone, le ministre provincial de la Justice, Faustin Mayani, a constaté l'ampleur des dégâts. Il affirme que le gouvernement provincial entend intervenir rapidement pour réhabiliter ces tronçons et rétablir la circulation. Selon lui, si la route était rendue praticable, les denrées essentielles pourraient provenir plus facilement de Kindu, réduisant ainsi les coûts de transport et par ricochet les prix sur les marchés locaux. Actuellement, une partie des approvisionnements provient d'autres axes plus éloignés, ce qui enrichit les prix des kilos de marchandises. Par ailleurs, les produits acheminés seraient principalement constitués de boissons, alors que la population attend davantage de biens de première nécessité comme les sels, les savons ou d'autres denrées de base. Les autorités provinciales estiment que la réhabilitation de cette portion routière constitue une priorité afin d'améliorer l'accès aux biens essentiels et de soulager les habitants de Chaumba. Prenons donc rendez-vous demain à 19h30 pour une nouvelle édition. Ce fut un plaisir pour moi de vous avoir présenté ces journaux préparés par votre équipe rédactionnelle. Merci de nous avoir suivis et bonsoir chez vous.